Municipal 2026. Le débat. Philippe Dizère, Cédric Catan sur RCI. Bonsoir, rebonsoir si vous nous rejoignez. Nous terminons notre après-midi de débat par la ville capitale, Fort-de-France. Au premier tour, le maire sortant Didier Laguerre a obtenu 443 voix devant Francis Carole, 4637 voix. En troisième position, Steve Moreau, 4476 suffrages. Et enfin, Nathalie Josse obtenant, elle, 2165 voix. Ces 4 candidats pouvaient prétendre au second tour, mais l'entre-deux-tours a été marqué par des tractations qui ont abouti à une fusion, celle de Nathalie Josse avec celle de Francis Carole, en tout cas leur liste. Donc à Fort-de-France, il y aura une triangulaire dimanche et les 3 têtes de liste ont accepté de débattre dans notre studio. Nous les en remercions. Bonjour à tous, Didier Laguerre, Francis Carole et Steve Moreau. Bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de RCI, en particulier aux Folialaises et aux Folialais qui nous écoutent. Oui, bonjour, bonsoir et merci de votre invitation et nous remercions les auditrices et les auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter. Merci. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, d'où qu'ils soient dans les quartiers Foyalais. Merci d'être là avec nous. Et pour m'accompagner pour ce dernier round de débat, Philippe Dizère, notre chroniqueur politique. Vous aurez noté que c'est le 13e. Le 13e, oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Merci d'avoir accepté ce débat, messieurs, pour parler pendant à peu près 1 heure de Fort-de-France, de vos projets. Mais on va commencer par les résultats du premier tour qui ont accouché d'une quadrangulaire possible. On se retrouve avec une triangulaire. Comment vous analysez ces résultats, Steve Moreau ? Déjà, moi, je veux remercier toutes les Foyalaises et les Foyalais qui sont rendus dans les urnes. Les 4476 voix du PLP et de notre liste Nous debout pour Fort-de-France API. Je note que nous sommes un nouveau mouvement politique. Ça fait même pas 6 mois que nous existons et nous faisons un score honorable. Et je pense que les quartiers, les personnes qui vivent dans les quartiers se sont déplacées. Et c'était surtout, de notre point de vue, lorsqu'on analysait le résultat, les abstentionnistes qui ne votaient pas. Je pense à tous ceux qui ont été déçus par la politique pendant très longtemps et qui font confiance au PLP pour les représenter dans cette élection municipale. Un deuxième tour, un entre-deux-tours qui a été animé pour vous également. Comment vous le jugez ? Mais fidèle, vous savez, à ce parti politique, où nous avons des adhérents, comme à chaque fois, qui prennent des décisions. Lorsqu'on dit le peuple par le peuple pour le peuple, c'est vraiment le cas de le dire au PLP. Nous avons demandé à nos adhérents et au peuple que nous représentons de se positionner sur ce deuxième tour. Donc ça a été exprimé clairement. Oui à une alliance, oui à Francis Carole, non à Béatrice Bellé. Et surtout, nos adhérents nous avaient demandé d'être devant et de ne pas suivre qui que ce soit. C'est ce que nous avons respecté. Et encore une fois, la démocratie, nous verrons bien entendu comment tout cela se met en œuvre. Mais la première des choses que je veux dire, c'est merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui sont avec nous dans ce combat, qui n'est pas facile, mais qui est légitime. Didier Laguerre, vous êtes le maire sortant. Vous virez après ce premier tour avec une avance confortable, mais pas suffisante pour passer au premier tour. Oui, je veux d'abord remercier les 9343 Folialaises et Folialais qui ont porté leur suffrage sur Didier Laguerre et la liste des démocrates et progressistes. Un score qui n'est pas très éloigné de celui qui a été réalisé en 2020, où il y avait 9700, on va dire 9800 voix. Alors qu'on a quand même 7000 inscrits de moins sur la ville de Fort-de-France, puisqu'on est passé de 66 000 à 59 000 inscrits sur Fort-de-France. Un deuxième tour qui nous permettra aux Folialaises et aux Folialais de décider définitivement de leur choix. Et je souhaite qu'ils confirment la confiance qu'ils nous ont accordée au premier tour, certes insuffisante pour être élus au premier tour, mais qui est bien et bien là, puisque l'avance elle est nette, elle est claire. Et dire aussi que ce n'est pas la première fois, j'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a un deuxième tour aux élections municipales à Fort-de-France. Même Aimé Césaire a eu l'occasion d'aller au deuxième tour. Francis Carole, vous comptiez sur cette alliance avec Béatrice Bellé au premier tour, 4637 voix. Et puis finalement, ce chiffre vous satisfait-il concrètement ? Est-ce le fruit de cette alliance ? D'abord, je veux saluer toutes celles et tous ceux qui sont allés voter, quel que soit le camp qui, d'OL, ont choisi. Je veux remercier
celles et ceux qui ont porté leur suffrage sur la liste conduite par Mme Josse et nous-mêmes, Francis Carole et Mme Béatrice Bélé. Je dis remercie. Notre analyse est la suivante, elle est très simple. Il y a 11 700 et quelques personnes qui ont marqué leur opposition à la réélection du maire de Fort-de-France. Et le maire de France a réalisé un peu plus de 9 400 voix, donc il est minoritaire dans sa ville. Alors, ceci étant, nous n'avons pas encore parti gagné. Mais nous pensons que les conditions sont réunies pour changer la donne à Fort-de-France. Et c'est dans cet esprit que nous avons conçu une alliance avec Mme Josse parce que nous étions, du point de vue programmatique, bien plus proches d'elle. Et nous avions aussi une relation de travail qui existe depuis longtemps puisque nous sommes tous les deux membre du conseil municipal de Fort-de-France. Philippe Dizère. Messieurs, alors en général, les candidats n'aiment pas que nous fassions ça, mais on se livre forcément à des calculs parce qu'on le rappelle à l'arrivée, le score d'un candidat, c'est la somme de toutes les voix qu'il a reçues. Monsieur Moreau, nous avons calculé qu'en admettant qu'au second tour, les voix de Monsieur Laguerre ne bougent pas, il vous en faudrait 4 867 pour au moins l'égaler, sachant que vous avez fait 4 476 voix. Si c'est possible, c'est possible. À quelles conditions ? À part demander aux abstentionnistes de venir voter. Qu'est-ce qui pourrait faire concrètement la différence pour vous ? Vous avez déjà l'analyse, la bonne analyse. Ah, je ne sais pas si j'ai la bonne. En tout cas, c'est une question. C'est une bonne réponse alors dans ces cas-là, parce qu'effectivement, ce sont les abstentionnistes qu'il va falloir mobiliser. Nous l'avons déjà commencé, je l'ai dit au premier tour. Il faut simplement se dire que l'abstention a reculé de 13%. Et sur les résultats que nous avons, c'est à peu près 8000 et quelques voix. Nous faisons 4 476 voix, près de 50% de cette abstention qui est chez nous. Maintenant, il nous faudra aller conquérir des abstentionnistes qui ne se sont pas présentés aux urnes lors du premier tour. Pour que ça soit possible, parce que Cédric Caton et moi, nous préparons nos émissions, fort heureusement, nous avons calculé qu'il faudrait que la participation remonte au-dessus de celle de 2014. Est-ce que vous pensez que dans une commune où systématiquement la participation baisse, il y a un événement exceptionnel qui peut vous permettre de faire la différence avec une participation qui se situerait bien au-delà de 50%? Vous avez forcément fait ces calculs. Bien sûr que nous les avons faits. Je tiens à dire que nous sommes la nouveauté de cette élection, c'est nous, c'est le PLP. Nous représentons aujourd'hui un vent d'espoir pour toute une partie d'une génération et pour tous ceux qui sont dans les difficultés, notamment dans les quartiers, et qui ont besoin aujourd'hui... C'est de nature à faire sortir le 22 ceux qui ne sont pas sortis le 15, c'est ce que vous dites. Bien entendu, parce qu'aujourd'hui, rien n'est encore joué et que ces abstentionnistes, lorsque je regarde ce que nous faisons sur le terrain, lorsque nous allons les rencontrer, ils sont prêts à faire changer la donne. Et c'est principalement pour eux que nous allons mener cette politique parce que ceux qui n'y croyaient plus sont plus nombreux aujourd'hui que ceux qui vont voter. Vous pouvez doubler votre score, vous y croyez? Bien vous entendu. Pouvez doubler votre score entre le premier et le second tour? Bien entendu qu'on peut doubler. On peut même faire mieux encore que ça. On fait des calculs qui montrent bien qu'il y a une dynamique qui est en cours. Le premier tour, on sait bien qu'il y a une partie du peuple qui ne va pas voter forcément. Aujourd'hui, les jeux sont ouverts et nous avons tout à fait la possibilité de gagner cette élection. Didier Laguerre, les alliances et les non-alliances vont-elles vous bénéficier ou pas? C'est une élection. On fait beaucoup de projections avant, on dit plein de choses, mais dans la réalité, ce sont les Fouillalaises et les Fouillalais qui font leur choix. Vous faites vos calculs aussi? Ce sont les Fouillalaises et les Fouillalais qui font leur choix. Et donc moi, je m'attache simplement parce qu'on fait plein de calculs, on peut faire beaucoup de calculs, mais dans la réalité, pourquoi les gens se déterminent pour aller voter? Et donc il faut leur proposer un programme, une vision, un projet pour la ville et faire en sorte qu'ils adhèrent à ce programme, à cette vision, à ce projet. C'est ce que je me suis attaché à faire, indépendamment de l'ambiance électorale, on dira ça comme ça, et que j'ai continué à faire, que je continuerai à faire jusqu'à ce soir minuit, puisque la campagne électorale s'arrête ce soir à minuit, je rappelle à tout le monde. Est-ce que vous craignez, par exemple, on a entendu Steve Moreau parler de nouveauté, cette nouveauté, ou bien cette alliance avec ces deux listes qu'on fusionne dans l'entre-deux tours? Non, je ne crains pas. Je ne crains que le choix des Fouillalaises et des Fouillalais. Je ne crains pas. Francis Carole a fait ses choix d'alliance, ça lui appartient. Steve Moreau a fait sa campagne, il fait sa campagne, ses méthodes de campagne lui appartiennent. Moi, je fais ma campagne pour aller convaincre les Fouillalaises, présenter un bilan solide et en même temps pour aller proposer aux Fouillalaises et aux Fouillalais d'aller plus loin sur un certain nombre de choses. Et après, on verra dimanche soir qui a le mieux réussi à convaincre
les Foyalaises et les Foyalais, tout simplement. Il y a plein d'élections où les gens ont fait beaucoup de calculs. Et la pire des choses à faire en matière d'élection, c'est de faire des additions arithmétiques de voix contenues. Le premier tour, c'est une situation. Le second, c'en est une autre. Monsieur Carole, alors certes, vous voyez, on a encore la confirmation que les élus n'aiment pas les mathématiques. Pour autant, alors qu'on ne peut pas dire que votre mouvement aujourd'hui soit compatible avec celui de Mme Josse, est-ce que ça n'est pas un calcul mathématique que vous avez sans doute fait au-delà des convergences de vos programmes respectifs? Parce que là aussi, on s'est livré à un calcul. 4637 voix pour vous, 2165 pour elle. On a du mal à croire que les 6802 que vous représentez tous les deux au second tour ne vous aient pas quelque part motivé à faire cette alliance. Vous allez nous dire que c'est une alliance de projet, mais je vous avoue qu'on aura un peu de mal à vous croire. Non, je ne vous demande pas de me croire. Non, je ne demande à personne de croire. Je demande aux gens de réfléchir. Et d'autre part, je ne suis pas un ennemi des mathématiques, surtout dans un combat électoral. Mais il y a cet aspect, mais il y a en même temps, et bien évidemment, la proximité des points de vue, parce que un certain nombre d'éléments du programme de Mme Josse correspondent à ce que nous développons, présenté autrement. Je rappelle que j'ai vu Mme Josse et son équipe il y a 1 an sur la possibilité d'une alliance dès le premier tour. Bon, ça n'a pas été possible. Et puis, vous auriez pu vous réconcilier à Fort-de-France alors que par ailleurs, vous ne siégez pas dans les mêmes sphères. Non, nous siégeons ensemble au conseil municipal, à la CACEM, nous discutons, bien entendu. Nous avons parfois des points de vue communs sur un certain nombre de dossiers. Il n'y a pas de fâcherie entre nous. Je pense que ce sont des militants que nous côtoyons depuis très longtemps. Nous les connaissons. Nous connaissons leur rationalité. À la CTM, vous ne siégez pas avec PIA, par exemple? Non, mais ça, c'est autre chose. C'est une autre élection. Mais Mme Josse appartient à PIA, vous en convenez? Oui. C'est peut-être pas nécessaire de le rappeler. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a... Je vous prie de m'en excuser, alors. Je vous prie de m'en excuser. Je sais qu'elle est à payer. Vous savez, on a reçu cette semaine... Nous avons reçu cette semaine un candidat qui ignorait que Mme Hiro était à PIA. Donc vous voyez tout à fait... Vous voyez le niveau du débat en Martinique. Continuez. Ici, quand même, il y a un niveau un peu plus élevé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a le parti auquel exclut qu'à partir. Et puis, il y a les listes et puis les combats de proximité. On s'est retrouvés dans beaucoup de combats. On discute, donc il n'y a pas de fâche entre nous. Et après, moi, je m'intéresse beaucoup au programme. Je suis désolé. Vous savez, si je voulais être un démagogue, j'aurais été élu depuis très longtemps à Fort-de-France, je me serais arrangé pour ça. Donc, je m'intéresse d'abord au programme parce qu'une fois qu'on sera élu, il y a ce qu'on fera pour la population. Steve Moreau, un mot. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comptable du bilan de l'ancienne mandature, de la mandature qui s'achève en ce moment? Écoutez, mon bilan à moi, c'est dans les quartiers, c'est avec le peuple que je le fais. Vous avez été élu durant 2 mandatures. Vous êtes parti il y a 2 ans à peu près de l'équipe municipale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes comptable de cette mandature? Je vous ai répondu. Non. Ça fait 4 ans. Je vous dis que mon bilan, c'est dans les quartiers que je le fais. Les personnes qui sont en grande difficulté, ceux qui attendent de nous qu'on puisse intervenir pour les accompagner par rapport au programme qu'on met en place. Je rappelle quand même que le PLP, avant de faire son programme, est allé pendant des semaines et des semaines dans les quartiers pour recueillir. Mais avant, vous avez été adjoint pendant 10 ans. Avant, vous avez été adjoint pendant 10 ans. Est-ce qu'on doit rayer de l'histoire ces 10 ans? Non, pas du tout. De votre histoire, en tout cas. J'ai apporté tout ce que j'ai pu, en bonne conscience et en pleine loyauté, ce que j'ai pu apporter à la ville de Fort-de-France. À un moment donné, j'ai fait le constat que le changement n'était pas possible, en tout cas d'orientation et d'idéologie. J'ai tiré toutes les conséquences et j'ai présenté ma démission. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Foyalais qui sont en grande difficulté. On y reviendra. Et je veux dire tout simplement que nous avons fait un programme qui correspond réellement aux besoins et aux aspirations du peuple que nous représentons. On ne peut pas faire comme si aujourd'hui la situation n'est pas difficile avec des personnes qui, pour certaines, se sentent abandonnées et pour lesquelles il va falloir bien entendu remédier et trouver des solutions durables à leurs problématiques. Monsieur Laguerre, quand vous entendez Steve Moreau, est-ce que quelque part vous n'avez pas commis, je vous pose la question, est-ce que vous pensez avoir commis une erreur en l'intégrant dans votre équipe en 2014 et en le reconduisant en 2020? Est-ce que vous n'êtes pas finalement comptable du fait d'avoir aujourd'hui un adjoint qui se présente contre vous? Non, je ne... Steve Moreau était au Parti progressiste martiniquais en 2008.
Il faisait partie des militants du parti en 2008. Il a intégré l'équipe municipale. Je lui ai confié des responsabilités. On a travaillé ensemble selon un certain nombre de principes et de valeurs, même si il y a des choses qui ne vont pas. On essaie d'accompagner, j'ai mis mes équipes à sa disposition sur un certain nombre de problématiques, à la fois les problématiques de sécurité, mais aussi les problématiques d'accompagnement des associations, d'animation des quartiers, puisqu'il avait aussi cette responsabilité en mairie. Après, il a fait d'autres choix. Les gens évoluent, divergent. Vous ne regrettez pas? Non, je n'ai pas à regretter. Je prends acte de Vous ne craignez pas qu'on vous reproche finalement d'accepter les critiques qu'il formule à votre rencontre, les critiques qu'il fait au sujet de votre bilan, les critiques qu'il fait sur votre manière de gérer les affaires municipales? Je le laisse vous savez, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc je le laisse à ses propos. Il y a rien qui va en matière de sécurité à la ville de Fort-de-France, si on prend les choses de façon factuelle et rationnelle. Vous dites que les élus n'aiment pas les mathématiques. Moi, j'aime pas les mathématiques électorales parce que ça ne colle pas. La réalité, c'est de la sociologie, c'est de la vie, c'est des personnes. Mais si vous faites 12 ans de mandature, il a mené les questions de sécurité pendant 10 ans. S'il dit que rien ne va sur les problématiques de sécurité aujourd'hui à la ville de Fort-de-France, c'est que il a toute petite part de responsabilité. Même chose sur la question d'animation des quartiers. Mais ça fait partie en réalité de la quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc il a ses ambitions, il a sa vision, il a changé sa façon et sa conception des choses. C'est son affaire et je respecte ça. Tout simplement. Maintenant, moi, je rends compte de mon bilan, tout simplement. Si dimanche Steve Moreau vire en tête, est-ce à dire qu'il aura eu raison, finalement, contre vous? Si dimanche Steve Moreau vire en tête, si dimanche, il n'y a pas de virée là, si dimanche Steve Moreau vire en tête, ça veut dire que s'il est élu maire de Fort-de-France, ça voudra dire que les Folialaises et les Folialais ont fait un choix. Si dimanche Francis Carole vire en tête et élu maire de Fort-de-France, ça voudra dire que les Folialaises et les Folialais ont fait un choix. Mais tout ça, c'est de la politique fiction. S'il n'était pas venu aux élections, il ne serait pas candidat. Tout ça, c'est de la politique fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet que j'ai construit, que j'ai bâti avec une équipe renouvelée, et de le présenter aux Folialaises et aux Folialais. C'est le bilan, y compris la partie. Je ne dis pas que Steve Moreau n'a fait que des conneries à la mairie de Fort-de-France, même s'il y en a eu. Mais voilà, j'assume ce que j'ai fait avec mon équipe pendant 6 ans sur la dernière mandature, pendant 12 ans sur l'ensemble des 2 mandatures que j'ai eu à conduire. Un mot, Francis Carole, concernant les finances et ce redressement. Qui croit aujourd'hui? Vous y croyez à ce redressement ou pas? Petite remarque simple, je suis heureux qu'aujourd'hui certains découvrent les quartiers. Je rappelle que nous avions une liste qui s'appelait « Que nos quartiers prennent la parole » il y a quelques années, et que nous avons organisé la première convention des quartiers. Donc nous sommes très à l'aise. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons les souffrances, les difficultés des Folialais. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous nous battons pour régler des problèmes réels que les Folialais rencontrent sur le terrain. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 6 mois. Alors, concernant votre question, non, j'ai eu l'occasion d'exprimer très clairement que je considérais que l'on avait soumis la population de Fort-de-France à une purge sévère pour essayer de redresser, non pas les finances globalement, mais en tout cas le déficit. Parce qu'on n'a pas dépensé, on a laissé les quartiers à l'abandon, on a laissé le centre-ville se vider, on a laissé la ville dans une situation sanitaire détestable. Il aurait fallu faire quoi? Alors, à mon point de vue, il aurait fallu d'abord ne pas créer ce déficit. Parce que rappelez-vous, lorsque M. Didier Laguerre arrive, il y avait un déficit de 34 millions d'euros. 6 ans après, il portait ce déficit à environ 62 millions d'euros. Ça veut dire que c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas moi, je n'étais pas aux affaires. Donc, c'est le lui déficit qui a est de combien aujourd'hui, selon vous? Alors, c'est pas selon moi. Il a été dans les derniers... Vous avez dit, quand Didier Laguerre arrive, c'est 32 millions, et quelques années après, on passe à 62 millions. 62 millions. Le déficit est de combien aujourd'hui? À ce moment, la Chambre régionale des Côtes lui dit, en 2019, attention, on risque de vous mettre sous tutelle. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un plan qui est extrêmement simple. Il réduit drastiquement toutes les dépenses et parvient à redresser ce déficit. Mais cela est factice parce que finalement, l'ensemble
de la structure financière de Fort-de-France reste fragile et on connaîtra les Vous pensez que la ville est actuellement en déficit? C'est ce que vous dites? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous le pensez? Vous savez très bien, ce n'est pas une histoire de pensée. Le dernier compte administratif a dit que la ville n'était pas en déficit. Quand on analyse les chiffres, il y a eu même 4 millions d'excédents. Mais ce que je dis très clairement, c'est que ceci est un montage factice. C'est pour ça que je vous pose la question, Monsieur Carole. Je ne contredis pas le caractère factice de ce que vous appréciez des comptes de la ville. Je vous demande, vous qui participez au conseil municipal, vous estimez à des documents que vous avez... Je ne comprends pas votre question. Je n'estime pas. Il y a un compte administratif. Mais vous n'y croyez pas. Attendez, ça c'est une autre question. Ce compte administratif montre formellement qu'il y a un excédent. Mais je vous dis que la structure globale des finances de la ville montre que c'est un excédent factice. Je ne vais pas vous demander combien. Est-ce que vous pensez que les comptes de la ville sont déficitaires? Est-ce que vous pensez qu'ils sont déficitaires? Vous n'allez pas me conduire sur ça. Je vous ai répondu très clairement. Je vous ai dit qu'il y a un montage factice et que les comptes de la ville sont extrêmement fragiles et que je ferai faire un audit sur les finances de la ville en arrivant en place pour montrer en quoi il s'agit d'un artifice et en quoi la structure financière de la ville reste fragile. Merci, même s'il y a un excédent apparent et rapporté par le dernier compte administratif. Steve Moreau, vous y croyez à ce redressement? Écoutez, moi je m'interroge et comme à chaque fois qu'on nous a dit qu'il y avait de l'argent, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, difficile de savoir ce qu'il y a réellement dans les caisses. Entre toutes les déclarations qu'il y a eu avant les élections et celles qu'il y a eu aujourd'hui pendant les élections, on peut se poser la question. En tout cas, nous ferons un audit pour savoir exactement ce qu'il y a dans les caisses, pour que les Foyalais sachent où est-ce qu'on en est et surtout ce qu'on peut faire. Parce qu'on parle de finances publiques, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir d'où on part. Si on ne sait pas d'où on part, c'est compliqué de savoir où on va. Et donc, nous le ferons. Nous le ferons parce que nous le devons aux Foyalais. Vous avez peur de trouver des factures dans les tiroirs? Je l'ai exprimé hier clairement. Il faut qu'on soit clair sur ces sujets-là. Il y a des factures, de mon point de vue, qui ne sont pas encore rentrées. Donc aujourd'hui, affirmer qu'on n'est pas dans le rouge et qu'il y a 4 millions qui sont disponibles, je pense que c'est prématuré. Il faudra attendre de voir ce qui rentre dans les caisses et surtout ce qui doit en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette information-là. Didier Laguerre, vous vous rendez compte que vous êtes à un stade où la Chambre régionale des comptes dit, je crois en 2019, que vous êtes contraint d'intégrer un certain nombre d'éléments qui plombent les comptes de la ville. Vous arrivez en 2026, vous présentez des comptes et manifestement, à part vous et la Chambre régionale des comptes, personne ne semble croire au redressement de la ville. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que vous estimez avoir fait ce qu'il fallait pour rendre finalement transparent les comptes de la ville et lisibles les comptes de la ville pour toutes celles et ceux qui votent à Fort-de-France? Personne, c'est eux deux. Personne ne croit. En général, quand on regarde les commentaires lors des émissions télé ou radio, en général, la question des finances de la ville revient en permanence comme quelque chose auquel on ne croit pas. Ben oui, parce que on a du mal à croire et à prendre conscience du travail qui a été réalisé pendant une mandature qui a nécessité un certain nombre de sacrifices, c'est une réalité, qui a nécessité de renoncer à un certain nombre de projets, c'est une réalité, qui a nécessité qu'on entretienne moins notre patrimoine, qu'on ne puisse pas équiper les services pour pouvoir entretenir les routes, etc. Oui, il y a une dégradation. Vous l'assumez? Oui, je l'assume. Oui, oui, absolument, je l'assume parce que j'ai fait des choix. J'ai réussi à prendre des décisions, parfois courageuses, parfois douloureuses. J'ai fait des choix. J'ai fait le choix de ne pas augmenter les impôts. J'ai fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la cantine, des services municipaux d'une façon générale. J'ai fait le choix de préserver la population pour résorber ce déficit. Alors, il y a un proverbe martiniquais qui dit « Mentez pas ni mémoire ». Le chiffre du déficit de la ville en 2014 varie au gré des périodes. C'était 17 millions, c'est 34 millions, c'est 32 millions, je ne sais pas. Enfin, les chiffres annoncés par les gens qui finalement ne se préoccupent pas vraiment des problématiques financières de la ville. Moi, ce que je sais, c'est que la Chambre régionale des comptes a émis un rapport en 2019, qu'elle a émis un rapport en 2020, que la Chambre régionale des comptes, j'entends, on va faire des audits. La Chambre régionale des comptes est dans les comptes de la ville et dans les services de la ville depuis 2017. De 2017 à 2025, elle a émis des rapports chaque année. Alors, quand ces rapports disaient que la ville était déficitaire, tous les membres de l'opposition s'en saisissaient pour dire, vous voyez, la ville est déficitaire. Et puis quand
ce rapport dit que la ville a rééquilibré ses comptes, que la ville a dégagé un excédent, que son budget est équilibré, que sa structure financière est saine, à partir de là, elle n'a plus de crédibilité. Elle est présentée comme le juge de paix en matière de finances, mais elle n'a plus de crédibilité si son rapport ne va pas dans le sens des gens qui, au final, veulent que... Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Fort-de-France n'a plus de dette entreprise. Ce que je sais, c'est que la ville de Fort-de-France paye ses factures à 38 jours, quand elle les payait à 240 jours, 135 jours. Ce que je sais, c'est que les comptes de la ville sont équilibrés, que notre trésorerie en fin de mois, après paiement de l'ensemble de nos charges, représente 3 mois d'activité de la ville. Donc, notre structure financière est saine. Merci Didier Laguerre. Non, je vais finir sur ça pour qu'on arrête sur ça une fois pour toutes. Ce que je sais, c'est que nous avons signé un plan avec une trajectoire financière. Nous avons fait un point sur cette trajectoire financière jeudi dernier, parce que pendant que beaucoup de gens parlent, je continue de travailler. Nous avons fait un point sur cette trajectoire financière jeudi dernier avec l'ensemble des services de l'État qui suivent l'évolution de la ville. Et ce que je sais, c'est qu'on est en avance sur nos prévisions. Donc voilà, ça c'est la réalité. Et puis je vais terminer sur ça. J'entends beaucoup dire, on va faire un audit parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Mais dans le même temps, j'entends aussi dire, on va. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Steve Moreau, une remarque. Oui, je veux dire que ce que Didier Laguerre dit là aujourd'hui traverse aussi la vie publique en Martinique. Aujourd'hui, c'est quoi le problème ? C'est qu'on a des gestions qui sont très opaques. C'est trop opaque. Nous, au niveau du PLP, nous avons dit clairement, nous sommes pour la transparence. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Pour redonner le pouvoir au peuple, nous l'avons dit, c'est remettre le peuple au cœur des décisions et lui permettre d'avoir accès aux informations. C'est quoi donner accès aux informations ? C'est lui permettre d'aller directement sur les éléments qui lui permettront de se faire sa propre opinion. C'est-à-dire ? Déjà, mettre à la disposition de toutes les personnes, chaque mois, on en est où dans les finances publiques dans la ville ? C'est mettre un site internet où les gens pourront aller eux-mêmes regarder ce qui se passe. On veut répondre à la place des foyers à chaque fois. On veut leur expliquer ce qu'ils doivent entendre, ce qu'ils doivent voir. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est que la parole publique, elle est mise à mal parce qu'on constate que bien souvent, ce que disent les décideurs, c'est pas ce qu'on constate dans la vie de tous les jours. Ils peuvent aller dans les conseils municipaux aussi, les suivre. Pas du tout, c'est compliqué. C'est des cas, attendez, sur ça, ils peuvent aller dans les conseils municipaux. Nous avons proposé, nous, que ces conseils municipaux soient en live et qu'ils aient accès directement depuis chez eux et qu'ils puissent poser des questions. Parce que ça aussi, c'est un élément qui est important. Comment on fait la démocratie intervenir dans les institutions que nous avons. Aujourd'hui, tout est trop opaque. Vous êtes donc prêt à tordre le droit. Vous êtes donc prêt à tordre le droit sur la conduite de conseil municipal pour mettre en œuvre cette mesure. On n'est pas en train de tordre le droit. La réalité, c'est que le conseil municipal est un lieu public où les personnes peuvent accéder. Donc on peut tout à fait faire un live et permettre aux personnes d'avoir accès aux informations. D'ailleurs, les conseils municipaux, attendez, M. Dizer, les conseils municipaux sont filmés, ils sont retransmis ensuite. Quel est le problème aujourd'hui de faire un conseil municipal en direct avec un live qui permet aux personnes d'avoir les propres informations? Après vous avoir écouté, j'aimerais aller au bout de ma question. Allez-y. Je vous ai religieusement écouté. Quand je dis que vous êtes prêt à tordre le droit, comment imaginez-vous permettre aux personnes, aux citoyens, d'intégrer le conseil municipal pour poser des questions? Comment est-ce possible, sachant que le cadre d'un conseil municipal, sans doute, ne le permet pas? Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Allez-vous tordre la loi? Pas du tout. Nous ne tordrons pas la loi. Nous allons la respecter. Simplement, le conseil municipal est un lieu public. Il peut tout à fait être filmé. Et en fin de réunion, après la réunion, poser des questions. Et les personnes, les élus... Pendant ou après, finalement? À la fin de la réunion, on peut tout à fait répondre aux questions qui ont été posées. Les conseils municipaux sont publics, Cédric Caton vous l'a dit. Il n'y a aucun problème. Pourquoi ils ne pourraient pas venir simplement assister au conseil municipal? Mais parce qu'il y a des personnes, au moment où nous faisons les conseils municipaux, qui ne sont pas forcément disponibles. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas des véhicules pour pouvoir venir à la mairie. Vous savez, il faut arrêter avec cette politique qui date de Mathusalem. Hein. Aujourd'hui, on est dans une réalité aujourd'hui où les personnes ont des réseaux sociaux pour pouvoir s'informer. C'est ce que les politiques n'ont pas compris aujourd'hui. La démocratie, elle est partout. La démocratie inclusive, il faut l'entendre. Et nous proposerons que ces conseils municipaux soient en live. Le peuple pourra poser toutes ces questions. Il faut ouvrir les portes et arrêter d'être opaque sur ces sujets-là. Francis Carole. Oui, non, très, très rapidement, sur la question financière de la ville. Lorsque nous avons dénoncé l'opacité du fonctionnement de la ville, il y en a qui étaient alors au conseil municipal et qui approuvaient cette opacité, qui portaient cette opacité. D'autre part, concernant le budget, alors certes, il y a eu, nous l'avons dit, une réduction du déficit, un excédent, petit excédent. Bien. Par contre, ce que je dis, c'est que cet excédent s'explique par une purge, c'est-à-dire que la ville s'est défaussée de toutes ses responsabilités. Et c'est quoi une bonne gestion?
une bonne gestion, c'est une gestion qui évite le surendettement, qui évite des déficits trop importants et qui permet en même temps à la collectivité de remplir ses missions vis-à-vis de la population. Et quand la collectivité ne remplit pas ses missions vis-à-vis de la population, il y a une mauvaise gestion de la ville. Ce n'est pas seulement une question de déficit ou d'accident. La ville de Fort-de-France n'est pas surendetée. La durée, c'est ça le problème. C'est qu'il faut mettre l'information à la portée de tout le monde, mais il faut encore rentrer dans l'information et s'intéresser. Francis Carole a participé au conseil municipal, il s'est abstenu sur le budget de la ville et sur le compte administratif. La durée de désendettement de la ville est de 7 ans, c'est-à-dire en dessous de la moyenne des villes de la même strate. La réalité, c'est que la situation financière de la ville est saine. Oui, il faut donner l'information. On va passer à notre sujet. Oui, il faut de la transparence. Mais encore faut-il que les élus qui siègent au conseil municipal s'intéressent réellement aux documents qui leur sont fournis. Non, il ne faut pas dire ça parce que nous n'avons cessé de dénoncer votre opacité. Bien sûr. Votre opacité, le fait que vous avez falsifié des chiffres dans les différents rapports et que finalement, la Chambre régionale des comptes vous a mis dans l'obligation de redresser les comptes. Sinon, vous seriez sous tutelle de l'État. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Un mot, Steve Moreau, rapidement. Je veux simplement dire qu'au lieu de faire vivre la misère aux Fouillalais pour pouvoir redresser la mairie, les finances publiques, Didier Larguerre aurait pu faire appel aux fonds européens. Ça fait un moment que je le dis. Il y a des fonds dans la Commission européenne qui ne sont pas utilisés aujourd'hui, 26 milliards. Je rappelle que ces fonds existent. Ils sont utilisés aujourd'hui par notamment la Réunion pour l'outre-mer et les Canaries. Et les RUP, régions ultra-périphériques, sont prioritaires sur tous ces fonds. Je ne comprends pas pourquoi à la Martinique, nous n'utilisons pas ces fonds-là, d'autant que l'OCDE a fait une enquête pour montrer et s'interroger pourquoi la Martinique est très en retard. Je rappelle que lorsque les fonds ne sont pas utilisés, c'est ce qu'on appelle un dégagement d'office. Donc il faudra poser la question là maintenant à tous ces élus qui font comme si ces fonds n'existent pas. Alors, je rappelle aussi, et je termine, merci de me laisser parler, je ne t'ai pas interrompu. Je rappelle aussi que nous avons aussi des fonds concernant des fondations internationales et nationales qui sont disponibles, qui sont toujours pas utilisées. On peut vous poser des questions ? Voilà. Allez-y. Du coup, il n'y a pas besoin d'audit. Du coup, il n'y a pas besoin d'audit. Il n'y a pas besoin de savoir combien d'argent il y a dans les caisses, puisqu'il y a 26 milliards. Il y a 26 milliards Didier qui sont Laguerre, disponibles. Je me demande pourquoi Steve Moreau ne supprime pas les impôts locaux. Parce qu'à ce train-là, il n'y a pas besoin de prélever des impôts locaux sur les Fouillalaises et les Fouillalais. Alors justement, comme vous avez beaucoup parlé de ces financements européens, Steve Moreau, ce matin, nous nous sommes un peu cassé la tête en arrivant à RCI, Cédric Caton et moi, et nous nous sommes dit, mais de quoi parle-t-il exactement? Parce que hormis les fonds structurels, il y a certes un certain nombre de financements, mais nous n'avons pas trouvé ceux de la Commission européenne qui pourraient correspondre à ce que vous voulez faire. Alors nous ne mettons pas en doute votre propos, mais nous aimerions que vous nous éclairiez sur cette question en particulier. Et est-ce que les 26 milliards dont vous parlez sont 26 milliards pour Fort-de-France? Alors, je n'ai pas dit que c'était 26 milliards pour Fort-de-France. Oui, mais vous l'avez souvent répété sans le préciser. J'ai dit qu'il y a 26 milliards nous vous amenons à le préciser. C'est ça la préciser, question. les choses sont claires. Ça s'appelle les programmes de gestion directs et indirects de la Commission européenne, le PGDI. Et sur ces fonds, il y a 26 milliards disponibles pour toute l'Europe. Et il y a des thématiques. Ce sont des appels à manifestation d'intérêt, appels à projets, sur lesquels, effectivement, les collectivités peuvent tout à fait émarger. Et il y a un calendrier qui est proposé aux différentes régions pour qu'ils puissent candidater et aux collectivités. Donc, sur ces fonds-là, aujourd'hui, les collectivités martiniquaises n'ont pas souhaité, ne sont pas allées pour... Sur quelle thématique ? Il y a des thématiques, je les donne. Sur quelle thématique ? Sur quel sujet ? Je les donne. La sécurité, on a 2 milliards qui sont là. Les solidarités, on a 800 millions. La jeunesse, on a 2 milliards. Les entreprises, 1 milliard. La culture, 2 milliards 44. Et le transport, 12 milliards. C'est pour toute l'Europe. Vous êtes en avance. Et je le dis, les RUP sont privilégiés dessus parce que ce sont des régions qui sont en retard dans le cadre du développement. Merci, donc c'est tout à fait possible de le faire. Francis Carole, une question. Je l'ai intitulé Discours de vérité parce qu'on vend beaucoup de rêves dans les programmes, mais vous connaissez bien les compétences de la ville, des communautés d'agglo, de la CTM, de l'État. Que peut-on faire clairement quand on est maire sur les dossiers comme le transport, les déchets, le social, la sécurité, des sujets pour lesquels on n'a pas forcément en tant que maire toute la compétence? Et pourtant, ils abondent toutes les professions de foi. Non, les déchets sont sous l'autorité des communautés d'agglomération.
Et par conséquent, la ville de Fort-de-France fait partie de la CACEM et à ce titre, elle peut intervenir. De même pour les transports, puisqu'il y a des représentants des communautés d'agglomération à Martinique Transport. Donc il y a une possibilité d'intervenir pour défendre les intérêts de l'agglomération et singulièrement des villes au sein de l'agglomération. L'autre question, c'était sur transport. Social et sécurité. Alors, social, là aussi, la CACEM a une activité sociale importante, notamment en matière d'insertion. Là aussi, il peut y avoir des politiques de la municipalité qui s'expriment à travers l'insertion au sein de la CACEM. Et puis, la question de la sécurité. Ça dépend de la manière dont on l'aborde. Nous avons un projet. Le projet, c'est PRS. C'est prévention, répression et solidarité. La prévention, c'est tout ce qui est l'insertion sociale, l'insertion économique, l'accompagnement, la réussite scolaire, etc. Ça, la municipalité peut intervenir à ce niveau. Tout ce qui concerne la répression, ce serait plutôt des outils d'État, c'est-à-dire le blanchiment de l'argent sale, ce serait aussi l'arrestation de ceux qui organisent le trafic de drogue, et c'est aussi les moyens pour empêcher que la drogue ne débarque ici et ne soit transformée pour repartir ailleurs. Donc ça, c'est du domaine surtout de l'État. Ça ne veut pas dire que la police municipale ne puisse rien faire. Il y a des choses à faire. Parce que, je pose la question, alors, parce que on a l'impression que quand on lit les programmes, en tout cas, le maire, en tout cas... Pour ce qui nous concerne, c'est très clair, nous sommes dans les compétences. Mais, le maire est le principal magistrat de la commune. Il y a des choses, par exemple, s'il y a nécessité d'organiser la répression contre le blanchiment, l'arrivée de la drogue par les conteneurs, eh bien, le maire il n'aura pas la charge de réaliser, mais il a un rôle politique global à jouer, et ça se fait, donc ça, c'est pas nouveau, à jouer pour faire en sorte que ces trafics cessent. Mais dans notre programme, en tout cas, nous sommes exactement dans les missions d'une ville. Alors, comme vous avez un peu de retard, on va rester avec vous. À chaque fois, vous avez dit intervenir. Sur le transport, intervenir. Sur la sécurité, intervenir. C'est quoi intervenir? Intervenir, c'est de... Et nous sommes dans le sens de ce que disait Cédric Caton. En lisant les programmes, on se dit, mais on a le sentiment que on a envie de comprendre concrètement ce qui se cache derrière les mots. Derrière le mot intervenir, vous mettez quoi? Alors, concernant la question des transports, nous disons que la communauté d'agglomération du centre paie parce qu'elle appartient aussi à Martinique Transport. Elle a des représentants. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de discussions claires avec Martinique Transport pour que les gens du Monde Laurent ou de Volga aient régulièrement un service de transport. Alors, si ce n'est pas possible à ce niveau, on peut chercher des alternatives, comme d'autres municipalités l'ont fait ici ou ailleurs. Ce n'est pas une difficulté. De même qu'en matière d'enlèvement d'ordures, de traitement des déchets, nous sommes membres du SMTVD en tant que CACEM, donc avec l'intervention de la ville. Et il est nécessaire que la ville elle-même ait une vision, qu'elle défend au sein de la CACEM et qu'elle participe à la mise en place. Vous dotez d'un service de propreté? Je pense que c'est nécessaire. Alors, on va voir avec la CACEM comment articuler les choses. Vous avez besoin de la CACEM pour décider de ça, M. Carole? Non, il y a aujourd'hui, ce que je veux vous dire, il y a aujourd'hui un service pour les déchets, un service pour l'entretien de la ville. Mais je pense qu'il peut être nécessaire que la ville, compte tenu de l'état de la ville actuellement, l'état du centre-ville, qu'il est nécessaire que nous ayons un service à ce niveau. Donc, parce qu'on ne peut pas laisser, notamment un centre-ville, dans l'état où c'est un centre-ville autosalissant, j'ai envie de vous taquiner. C'est un centre-ville qui surtout désespère les Martiniquais. Mais est-ce qu'il est autosalissant? Il n'est pas autosalissant, mais il désespère les Martiniquais avec les odeurs, l'absence de latrines publiques en quantité suffisante et des ordures qu'on trouve à tous les coins de rue, etc. Il est 16h42, vous suivez ce débat d'entre-deux tours des municipales 2026 et nous terminons notre marathon des débats avec la ville de Fort-de-France avec nos trois invités, Didier Laguerre, Francis Carole et Steve Moreau. Steve Moreau, sur cette question, comme je dis, discours de vérité, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que maire, le maire peut tout résoudre aujourd'hui? Non, le maire ne peut pas tout résoudre, mais je reviens sur ce que disait Francis Carole. Concernant la propreté, c'est déjà la compétence de la CACEM. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est ce que j'ai dit. Oui, vous mais créer une brigade. Quelle est la compétence de la CACEM? Merci Francis, ne pas m'interrompre. C'est une fâcheuse habitude chez toi de m'interrompre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire la police s'il vous plaît. Pas de la petite Réunion? Nous savons quelles sont les compétences des autres. Je pense qu'il faut que tu te taises parce que tu ne vas pas nous apprendre les compétences de la CACEM. Ce que nous avons dit,
c'est qu'en plus de ce que la CACEM fait, il peut y avoir une nécessité pour la ville de se doter d'un certain nombre de moyens. Merci Francis Carole. Merci de me permettre de m'exprimer. C'est bon, on a compris. Donc, ce que j'étais en train de dire avant que tu m'interrompes, c'est que c'est une compétence qui est dévolue à la CACEM, et plutôt que de créer une autre brigade, moi, je pense qu'il faut développer, renforcer cette compétence-là avec des équipes qui vont être beaucoup plus nombreuses à travailler sur ce domaine-là. L'autre chose que je voulais dire, vous avez parlé tout à l'heure de programmes qui sont flous. Les programmes nous sont n'avons flous. jamais utilisé ce terme, monsieur. Ben moi, je l'utilise. Jamais, nous ne Je l'avons jamais l'utilise. utilisé. Je l'utilise. J'ai à dit, bon escient. on vend beaucoup de rêves dans les Oui, programmes, voilà. mais souvent on a, parce que ce sont des sujets qui sont Et vous avez- adossés avec enfin, voilà, par rapport aux compétences de certaines communautés d'agglomération, de l'État ou même de la CTM, et on a l'impression qu'en lisant les programmes, le maire peut résoudre tous les problèmes. Donc vous, en tant que maire, est-ce que vous aurez un discours de vérité auprès de vos administrés? Mais c'est déjà ce que nous faisons. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Des programmes qui sont flous. Lorsque j'entends 250 propositions qui sont proposées par Didier Laguerre, je dis quand même qu'à un moment donné, il faut arrêter de vendre du rêve. Les 250 propositions, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra les faire. Nous, on a un programme qui est réaliste, qui a été fait à partir de visites de terrain que nous avons eues dans les quartiers, qui correspondent à des besoins, à des urgences du quotidien sur lesquelles nous avons déjà exprimé dès que nous arriverons. Première chose, audit. Pendant que l'audit se fait, les urgences du quotidien, c'est quoi? C'est ce que nous ont demandé les Fouillalais, c'est-à-dire la sécurité, remettre des équipes sur le terrain, remettre de la vidéoprotection là où c'est nécessaire. Parce qu'il faut Remettre assumer. les équipes sur le terrain, ça veut dire plus de policiers municipaux? Ça veut dire d'abord les redéployer parce qu'aujourd'hui, les policiers ne sont pas suffisamment sur le terrain. Et je le dis, de jour comme de nuit, ce n'est pas que les policiers municipaux, c'est aussi les agents de surveillance de la voie publique et les médiateurs. C'est toutes ces équipes-là qu'il faut remettre sur le terrain et réorganiser les choses. Deuxième chose que le peuple nous a demandé de porter, c'est les solidarités. On n'a pas parlé encore, mais il y a une vraie réalité des publics dits fragiles, qui sont en difficulté. Il faut un accompagnement réel et sérieux de toutes les personnes qui sont nos aînés, qui sont laissés seuls, des personnes qui sont en situation de handicap. Et pour ça, nous allons mettre en place le bureau d'accès aux droits qui va accompagner toutes ces personnes sur leurs droits et faire en sorte qu'elles ne se sentent plus seules, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique et qu'il faut remettre l'humain au cœur de toutes les préoccupations. Monsieur Moreau, on a tendance à dire les quartiers. On va mettre la sécurité dans les quartiers. Si on prend les quartiers de Fort-de-France, je dis de mémoire, hein, ce n'est pas la ville où j'habite, je crois qu'il y en a un peu plus de 120. 137. Pardon ? 137. 137 quartiers. Vous n'avez pas un policier municipal en ratio par quartier. Comment on fait ? Écoutez, vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai été élu à la sécurité. Ça tombe bien, c'est des sujets que je connais. Comment on fait dans ces cas-là? On ne peut pas mettre un homme partout. Et quand je parle de vidéoprotection, c'est à ça que ça sert. Là, on ne peut pas mettre des hommes. Nous mettrons des caméras. Nous mettrons aussi... Vous les mettrez où précisément et dans quel quartier? Vous en mettiez à Didier, vous en mettiez à Volga, vous en mettez à Debriand, vous en mettez où? Nous les mettons là où nous en avons besoin. Et là, vous le savez, vous étiez élu à la sécurité. Vous savez dans quel quartier on a besoin de caméras. Celles et ceux qui nous écoutent se disent, en fait, j'aurai des caméras dans mon quartier. Absolument. Donc rassurez-les. Là où il y a des faits qui méritent qu'il y ait des caméras, nous les posons. Monsieur Moreau? Les quartiers populaires, monsieur Dizer. Lesquels? Vous voulez que je vous dise là, aujourd'hui, là, on va positionner les quartiers précisément? Oui, parce que ça revient souvent dans votre discours, votre connaissance des quartiers. Je vois que je vois que vous m'écoutez beaucoup. Alors, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pour savoir là où je les positionne, il faudrait que je sache déjà celles qui ne fonctionnent plus et qu'on puisse déjà fiabiliser le réseau. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas m'avancer. Parce que demain, vous viendrez me dire que je me suis engagé dans tel quartier et pas dans un autre. Je n'habite pas Je veux faire. France. Ça, c'est votre réalité. Ce n'est pas la mienne. Moi, je suis à Foyal. Donc, je visite les quartiers et je vois des besoins. Maintenant, il va falloir qu'on fasse une enquête pour savoir quelles sont les caméras qui fonctionnent, là où on en a besoin, là on va les installer, mais pas que. Je vous ai dit le peuple par le peuple. Pour le peuple, ça veut dire aussi qu'il va falloir, à un moment donné, que le peuple contrôle et à un moment donné, qu'on les déplace. Parce que vous savez très bien que lorsqu'elles sont restées un moment, tout le monde sait qu'elles sont là et elles ne servent plus à rien. Donc, c'est ça qu'il va falloir refaire. Parallèlement à ça, je le dis, la sécurité, c'est pas que des hommes et des femmes et des caméras. C'est aussi des problématiques d'éclairage, figurez-vous. Aujourd'hui, il faut remettre de l'éclairage solaire à Fort-de-France. Parce qu'on a des lieux où il n'y a pas d'éclairage. Et lorsque les personnes sortent le soir et qu'il n'y a pas d'éclairage, ça crée le sentiment d'insécurité. Et dernière chose, et j'en finirai là, nous allons remettre un téléphone, un numéro de téléphone, où à toute heure de la nuit, les administrés pourront appeler et avoir des réponses. 59 60 00. Ça ne répond pas toujours, c'est pas vrai. 59 60 00. Ça ne répond pas. Permanence, Testez. permanence Testez téléphonique. réellement, ça ne répond pas. Pas à toute heure de la nuit, ce n'est pas vrai. Didier Laguerre, sur ces sujets transport, déchets, social et sécurité,
vous avez aujourd'hui 2 mandats d'expérience, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de votre ambition sur ces sujets ? Absolument. J'ai les moyens de mes ambitions sur ce sujet parce que si j'ai un programme, alors je vois qu'il a compté, hein, c'est pas 250, c'est 284. Si j'ai un programme de 284 mesures, c'est parce que justement, il y a eu audit, il y a eu diagnostic, il y a eu 170 forums dans les quartiers de Fort-de-France. Il y a un certain nombre de problématiques qui sont remontées, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui sont déjà en place. On parlait de propreté, ben, la ville de Fort-de-France porte un dispositif de propreté qui est distinct de celui de la CACEM pour le centre-ville où on procède au lessivage et au curage des trottoirs de la ville alors que c'est de la compétence de la CACEM. On a mis en place, par exemple, un dispositif, alors on l'a fait évoluer, il existe depuis 2003, de déchetterie mobile, ça s'appelle en OVDKLA aujourd'hui, qui a traité 100 tonnes de déchets l'année dernière pour éviter justement qu'on ait ces dépôts sauvages. On procède à l'enlèvement Comment expliquer que les dépôts sauvages subsistent, monsieur le maire ? Les dépôts sauvages subsistent parce qu'il y a... Et ne faut-il pas sévir enfin ? Mais nous sévissons. Mais pour sévir, il faut prendre les personnes en flagrant délit. Donc on travaille avec la CACEM pour qu'elle mette des caméras sur les sites de dépôts sauvages. Je ne vais pas parler de réseaux de vidéoprotection dans les quartiers. On parle de propreté. Donc on a mis en place ce dispositif. On va amplifier avec la CACEM pour il y a une déchetterie sur le territoire de Fort-de-France, une déchetterie sur le territoire de Chelchea et une déchetterie sur le territoire de Saint-Joseph. Ça fait 3 déchetteries opérationnelles pour plus de 150 000 habitants. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des problèmes structurels. Pour pouvoir pallier, et pendant que les déchetteries montent en puissance, elles sont réalisées par le SMTVD, pendant que nous avons mis en place les dispositifs permettant de même que j'entends dire qu'il n'y a pas de toilettes. J'en fréquente beaucoup la ville, mais ne vois pas. Il y a 11 toilettes, très précisément, 11 toilettes sur le centre-ville. Mais vous entendez toujours ce discours de cette ville qui n'est pas propre, qui n'est pas assez bien entretenue. Vous l'entendez aussi ? Mais bien sûr, c'est bien pour ça que la municipalité prend en charge un certain nombre de choses qui ne relèvent pas directement de ses compétences. Le lessivage des trottoirs, par exemple. Il y a 11 toilettes publiques sur le territoire de Fort-de-France. Alors oui, on a un problème de visibilité de ces toilettes. Vous savez qu'il y en a 2 sur la savane ? Oui. Il y en a 2 sur la savane. Le problème qui se pose, c'est que l'indication toilette publique se trouve sur la façade. Et donc, quand vous êtes à 50 mètres, 100 mètres, ben, vous ne le voyez pas. Donc, on va faire le nécessaire pour que ce soit mieux affiché, mieux Monsieur indiqué. le maire, une fois que de mauvaises habitudes sont prises, est-ce qu'il ne faut pas sévir ? Parce que les toilettes existent aujourd'hui. Et pourtant, c'est des pauses pipi récurrentes au centre-ville. Et donc, il faut... Non, au carnaval, on augmente le volume. Vous avez 60 à 100 000 personnes à gérer sur le territoire du centre-ville et encore sur le circuit de 3 km. Ça devient compliqué de faire en sorte que tout le monde aille dans des toilettes publiques. On augmente le volume. Si on prend en compte la question pour sévir, il faut prendre un flagrant délit. Parce que M. Dizéa, qui va se soulager sur un mur, une fois qu'il a fini, vous aurez du mal à le verbaliser. Je ne sais pas si l'exemple est heureux. Donc, il va bien falloir, comme je sais qu'il ne le fait pas, je me permets de prendre cet exemple-là. Donc, il faut non seulement que vous puissiez augmenter votre réseau de caméras. Alors oui, une caméra qui est implantée depuis un certain temps, oui, elle joue son rôle et son utilité. Parce que justement, elle dissuade. Vous allez faire ailleurs parce que vous savez que là, il y a une caméra. Il faut doubler le réseau de caméras. On va passer à 480 caméras. On était à 65, on est monté à 100. On a un financement pour passer à 200. Et ensuite, on va passer à 480 caméras. Mais réparties dans l'ensemble des quartiers. Parce qu'il faut pouvoir contrôler ce qui se passe aux entrées de ville et dans les quartiers. Mais ces caméras doivent pouvoir être couplées à un système automatique qui permette justement de traiter le flux d'images. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des caméras. Si vous avez des caméras et que vous ne traitez pas les images, c'est comme si vous n'avez rien fait. Francis Carole, on arrive quasiment au terme de ce débat, ça va très vite. Vous voyez, en gros, si vous deviez donner 3 actions phares pour les 3 premiers mois, si demain vous êtes maire. L'objectif pour nous dans la première année, c'est surtout nous occuper des gens. C'est-à-dire nous occuper de tout ce qui a trait aux travaux qu'il y a à faire dans les quartiers, au centre-ville, à l'entretien du centre-ville et à la prise en charge des personnes âgées, des jeunes, etc., pour les accompagner. Donc ce sera cela et mettre en place aussi un plan anticorruption que nous mettrons en place, mais que nous allons élaborer avec la population de sorte que la population, les citoyens aient une vision des propositions à faire pour essayer d'éviter la corruption. Ça, c'est un élément essentiel et nous mettrons en place les organes de démocratie participative dont nous avons parlé depuis 1989, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont notamment les conseillers de quartier. Ça marche encore aujourd'hui. Ça peut marcher si c'est bien fait. Mais
il faut que ce soit des conseillers de quartier déconnectés de tout parti politique. Ce sont des organes de citoyens et ce ne sont pas des Palima bis ou bien des PPM bis ou des Balisier bis. Ce sont des organes déconnectés de l'ensemble des partis. Je pense que ça, c'est essentiel. Et la question de la convention des quartiers, que nous avons déjà expérimenté, c'est-à-dire chaque année... Comment vous vérifiez que les gens n'appartiennent pas à une organisation politique, Francis Carole, pour intégrer le conseil de quartier? Parce qu'il peut y avoir dans les conseils... Je ne parle pas de gens qui appartiennent à un parti, mais le parti au pouvoir, non, à mon avis... ou qui adhèrent ou qui sont sympathisants d'un parti. Non. Comment vous les éliminez? Tout le monde peut être... Je ne veux pas éliminer d'abord, mais tout le monde peut être sympathisant de parti, ce n'est pas cela. Mais je ne veux pas que les conseillers de quartier soient des balisiers bis. C'est surtout cela. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les conseillers municipaux, tout en étant membres dans leur quartier de conseil de quartier, n'en soient pas les présidents et les responsables. Donc même si ceux qui sont dans votre majorité municipale habitent un quartier, vous leur interdisez de participer ou d'animer le conseil citoyen. Ils peuvent être membres parce qu'ils sont citoyens, mais ils sont membres, n'animent pas. Mais je pense qu'il est plus pertinent qu'ils n'animent pas, qu'ils ne soient pas présidents de ces comités, puisqu'ils sont conseillers municipaux. Ce qui est le cas. Steve Moreau, 2-3 actions phares. Je l'ai déjà exprimé tout à l'heure avec les urgences. J'ai parlé d'audit, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de solidarité. Mais je parle aussi aux associations. On oublie de parler des associations. Je les soutiens parce que c'est le dernier rempart qui reste dans cette société. Des bénévoles qui s'impliquent de jour comme de nuit pour faire en sorte de réinsérer, pour faire en sorte que cette société soit unie. Donc nous allons créer la maison des associations parce que nous avons besoin d'associations qui s'engagent et nous allons les accompagner sur tous les sujets dont on sait bien que les Fouillalais ont besoin, c'est-à-dire sur les personnes âgées, sur la jeunesse. Enfin, je n'ai pas le temps de développer là tout ce qu'on va faire, mais j'espère que chacun aura compris. Heureusement, parce que Philippe Dizer déteste le mot accompagner. Que nous allons remettre l'humain au cœur des préoccupations. Et puis, dernière chose avant de finir, la vie chère, on n'en a pas parlé. Très important pour nous de remettre, notamment avec les bailleurs sociaux, des panneaux solaires et de la récupération d'eau de pluie pour baisser la facture énergétique pour les personnes qui vivent dans les quartiers et dans les cités, pour qu'on puisse diminuer leurs factures et leur permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat. Très important. Didier Laguerre, même question. 2-3 actions phares pour le début de la prochaine mandature si vous êtes élu. La conciergerie municipale qui permet d'accompagner nos aînés dans leurs besoins quotidiens et en même temps de mettre en activité nos jeunes dans nos quartiers. La fourrière municipale dans le marché est prêt, qui va être lancée. La maison des entrepreneurs qui va bénéficier personnel municipal qui est déjà en place dans un local au centre-ville. La maison inclusive, l'habitat partagé pour les aînés. On a validé le modèle, on a lancé la première en début d'année et on va donc déployer ce dispositif qui permet à plusieurs personnes de vivre dans une même maison avec des animations et avec des ateliers. Mais également, si on parle des premières actions, mettre en place les épiceries solidaires dans nos quartiers et une épicerie mobile. Nous allons passer à la conclusion. Vous avez vos numéros, messieurs. Numéro 1. C'était Steve Moreau. Steve Moreau, allez-y pour... Je vais changer de prénom. Steve Moreau, allez-y pour la conclusion. Oui. Faut y aller. Le 22 mars, nous avons l'occasion d'entrer dans l'histoire et de mettre aux responsabilités une nouvelle génération composée de femmes, d'hommes, de jeunes et d'aînés aux responsabilités à la ville de Fort-de-France. Durant toute cette période, vous nous avez confié vos urgences, la sécurité, les solidarités et la jeunesse. Parallèlement à cela, le PLP a des valeurs qu'il compte incarner durant toute la mandature, l'éthique, la transparence et la démocratie participative. Alors, chers Fouillalaises et Fouillalais, le 22 mars, pas une voix ne doit manquer. Votez, faites voter. Steve Moreau et la liste Nous debout pour Fort-de-France à Pi avec le PLP. Merci Steve Moreau. Francis Carole. Je veux dire aux Fouillalaises et aux Fouillalais qu'aujourd'hui, le changement est possible. Il ne s'agit pas d'entrer dans l'histoire. Il s'agit de construire une nouvelle histoire, une nouvelle page pour Fort-de-France. Et c'est ce à quoi nous nous attachons. Nous avons une équipe de personnes expérimentées, de personnes compétentes, des gens de toute génération, parce que nous ne voulons pas exclure les générations. Nous avons bien eu un président de la République jeune qui s'appelle Macron, et ce n'est pas ce qui a permis de régler un certain nombre de problèmes. D'autre part, nous pensons qu'il faut agir très rapidement sur toutes les questions qui touchent directement les personnes, qui sont des urgences qui sont rappelées depuis des années. Nous avons, par ailleurs,
la possibilité de gagner parce que nous sommes la seule liste à avoir au départ une base mathématique et une base politique suffisante pour gagner. Et nous demandons aux citoyens et aux citoyennes de voter massivement dimanche, de voter Francis Carole, Béatrice Bellé et Nathalie Josse. Merci. Et pour conclure, Didier Laguerre. Très cher Fouillalais, d'abord remercier les 9343 électrices et électeurs de Fort-de-France qui nous ont fait confiance au premier tour. J'aime ma ville, j'aime mes quartiers, j'aime les Fouillalaises et les Fouillalais. Avec une équipe renouvelée, nous avons bâti un projet ambitieux, un projet concret, un projet réaliste, un projet chiffré et un projet planifié. Un projet pour à la fois tenir compte de nos problématiques du quotidien, de l'accompagnement de nos aînés, de la mise en activité de nos jeunes, un projet qui permette à chacune et à chacun de s'épanouir sur le territoire de Fort-de-France. Un projet qui permet également de se projeter dans l'avenir. Fort-de-France est une ville qui porte des valeurs fondamentales, dignité, respect, tolérance, solidarité, combativité. Des valeurs qui nous ont permis dans le passé d'affronter les difficultés et des valeurs qui nous permettront de construire une ville moderne, inclusive, solidaire et qui prenne soin de chacune et de chacun. Dimanche 22 mars, votez Didier Laguerre et la liste des démocrates et progressistes. Merci Didier Laguerre, merci Steve Moreau, merci Francis Carole d'avoir accepté cette invitation, ce dernier débat. Merci Philippe Disert. Merci, à dimanche. À dimanche, rendez-vous dimanche. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les équipes techniques qui nous ont accompagnés durant ces 4 jours, que ce soit à la caméra, que ce soit aussi au son, et les équipes aussi rédactionnelles de toutes les équipes des RCI, parce qu'on a quand même réussi 13 débats en 4 jours. Merci à tous. On espère que vous irez voter. Surtout, n'oubliez pas, dimanche prochain à partir de 8h jusqu'à 18h dans quelques instants, le Flash Information avec Dominique Giraud. Bonne fin de soirée sur RCI. Municipal 2026, le débat. Philippe Disert, Cédric Catan sur RCI.